Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 25 juin, j'étais l'invité de LCI pour parler de divers sujets. Il y avait les déclarations récentes du professeur Raoult, la gestion de la crise de la Covid-19, la question des masques, des tests, la question de l'hôpital public. Il y avait aussi des questions judiciaires avec les écoutes de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Paul Bismuth. Il y avait aussi l'affaire Kohler. Bref, un certain nombre de sujets. Et puis les sujets économiques pour lesquels j'ai indiqué que ce que faisait le gouvernement manquait de planification, manquait d'une ligne directrice dans l'action et qu'on avait un peu l'impression que le gouvernement d'Emmanuel Macron était en train de balancer le fric un peu dans toutes les directions sans vraiment en avoir une précise, sans considérer que l'État doit avoir un rôle de stratège. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette émission. Bien sûr, je sais que dans ces émissions, vous trouvez toujours que le format est très contraint, qu'on n'a pas beaucoup de temps de parler, mais je dois dire que sur ce plateau, l'animateur essaye de veiller à l'équité et l'égalité du temps de parole à peu près. Donc bon, je vous laisse la regarder, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Elle est un peu longue, mais je crois qu'il y a eu plusieurs séquences où j'ai pu dire un petit peu ce que je voulais. Et puis juste, il y a une fois où on m'a coupé un peu de manière abrupte, je rajouterai un petit bout pour dire les quelques mots que j'ai pas pu dire dans cette émission, mais vous verrez ça en cours d'émission. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Comme toujours, je vous retrouve à la fin. Pour le premier chapitre de ce 11-13, Antoine Léaumont, bonjour. Membre de la France Insoumise, pardonnez-moi, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Et nous accueillons l'avocat, blogueur et essayiste Erwan Le Moredec. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là pour cette première partie. C'est ce qu'on appelle régler ses comptes dans les grandes largeurs, 3h30 durant, incompétence, conflit d'intérêts et j'en passe. Didier Raoult s'est donc payé le monde scientifique hier devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Avec lui d'ailleurs indirectement, il s'est payé aussi le monde politique qui a suivi ses conseils. La colère pointe parfois quand on semble contester ses méthodes. Je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Donc c'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. La méthodologie n'est pas de la science, c'est un outil de la science, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas me dire que mes essais ne sont pas, parce que vous avez dit avant, et c'est vrai, je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là, il sera aussi, je vous le dis. Voilà, nous verrons. Alors, on va commencer par démonter un peu le vrai du faux avec vous, Marie Belot. Bonjour Marie. Didier Raoult a-t-il dit vrai? D'abord, sur la question des tests, d'après le professeur, on aurait pu en faire dès le début alors que le gouvernement disait qu'on n'en avait pas les moyens. En tout cas, à Marseille, force est de constater qu'ils ont réussi à tester très vite et beaucoup de monde. Regardez les chiffres. Début avril, ils avaient fait quasiment 55 000 tests quand la France en était à un peu plus de 250 000. Donc un test sur 5 était réalisé à Marseille. Au total, ils en ont fait 145 000. Le professeur Raoult dit que les laboratoires de ville auraient pu être sollicités plus tôt. Regardons le calendrier. Le test PCR, le test dans le nez, est mis au point le 17 janvier par l'Institut Pasteur. À Marseille, on n'attend pas, les premiers tests sont réalisés fin janvier, début mars, les laboratoires privés arrivent dans la boucle, mais ce n'est que le 16 mars que l'OMS dit tester, tester, tester. La France ne fait une campagne massive de tests que mi-avril, donc bien après Marseille. Alors, a-t-il raison? A-t-on trop tardé? En soi, la France avait la possibilité de tester plus vite, mais a aussi été confrontée à des problèmes logistiques, 3 pénuries majeures. D'abord, le manque de machines dites extracteurs, le manque de kits de prélèvement, mais aussi le manque de masques. Et sans masques pour les soignants, eh bien, moins de tests. Donc, ça nuance un petit peu les propos du professeur. Le professeur Raoult, qui a aussi remis en question l'effet du confinement, des masques. Pour lui, aucune étude scientifique ne peut vraiment prouver leur efficacité. On peut dire que c'est plutôt faux. On peut lui opposer plusieurs études scientifiques publiées de grandes universités qui ont étudié l'effet du confinement. Il y a d'abord l'étude de l'Imperial College de Londres, dont les scientifiques affirment que 690 000 morts ont été évitées en France grâce au confinement et 3,1 millions de morts évitées dans 11 pays européens. Des chercheurs aux États-Unis, l'université de Berkeley, estiment, eux, que grâce au confinement, 1,4 million d'infections ont été empêchées en France et 530 millions d'infections évitées dans 6 pays. Pareil pour les masques, là aussi, il y a des études sur leurs effets. Des chercheurs canadiens de l'université d'Hamilton ont publié début juin les chiffres suivants. Risque d'infection sans masque, 17%. Avec masque, c'est beaucoup moins, 3% seulement. Enfin, dernière étude américaine publiée en avril qui dit que le masque pourrait avoir évité 78 000 infections entre le 6 avril et le 9 mai en Italie et à New York, 66 000 infections évitées entre le 17 avril et le 9 mai.
Merci pour ces éléments, Marie. J'en ajoute deux autres. Deux interrogations, enfin il y a eu des affirmations du côté de Didier Raoult, c'est l'utilité du conseil scientifique et la notion de conflit d'intérêts. Sur le conseil scientifique d'abord, quand on l'interroge, il est d'une sévérité sans limite. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Ouais. Et que je ne fais pas de présence, je n'ai pas le temps. Et donc les gens qui étaient là n'étaient pas. Je sais ce que c'est un conseil scientifique. Moi j'ai un conseil scientifique pour l'IHU, je vous assure, qui fait rêver le monde entier, de qualité. C'est que des stars de leur domaine. C'est pas ça. C'est un conseil scientifique. Pour moi, c'était pour donner des conseils scientifiques, déterminer quels étaient les projets scientifiques. C'était pas à nous de réfléchir sur le confinement ou sur le truc. Personne ne sait répondre à ça. On va en débattre en plateau, mais nous sommes avec le professeur Bergmann. Bonjour professeur, ancien responsable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Quand j'écoute le professeur Raoult, je me dis que finalement, Emmanuel Macron, entouré du conseil scientifique, il a écouté des gens qui n'avaient pas de compétences. Oui, enfin c'est toujours facile à dire, hein. À la bave du crapaud. Quelles sont ses compétences à lui? Ben, c'est aussi discutable. Il dit beaucoup d'âneries, beaucoup d'âneries. Alors c'est vrai qu'il a découvert des microbes, des virus, mais concernant la chloroquine, il n'a rien fait de démonstration. Quand il dit que les essais contrôlés n'existent pas en infectiologie, c'est une ânerie. Quand il dit que les essais de non-infériorité sont pas utiles, c'est une ânerie. Et en fait, il n'a pas contribué à l'obtention de la preuve scientifique dont on avait besoin. Et heureusement que les Anglais, les Américains ont fait ce que nous, on aurait pu faire s'ils nous avaient pas mis les bâtons dans les roues pour démontrer que la chloroquine ne sert à rien. Mais peut-être que c'est une manière de dire aussi, est-ce qu'il fallait suivre avec autant d'attention l'avis du conseil scientifique quand on voit les divergences qui s'expriment dans le monde médical ? Mais comme son nom l'indique, un conseil scientifique donne des conseils. Il est scientifique, mais il y a des facteurs politiques, pragmatiques, organisationnels qui font qu'il ne donne que des conseils. Il a été suivi, assez largement suivi, pas complètement suivi, mais en tout cas, il a dit moins d'âneries que monsieur Raoult. Antoine Léaumont, vous restez avec nous, professeur, hein, évidemment, parce que j'ai d'autres sujets sur lesquels j'aimerais vous interroger. On a l'impression que Didier Raoult, il met en boîte tout le monde, sauf lui. Et c'est une manière aussi de dire, encore une fois, Emmanuel Macron n'était pas entouré des gens compétents. Oui, sur cette histoire, moi je pense qu'il faut un peu essayer de dépassionner les choses parce qu'on a beaucoup construit de choses autour du personnage du professeur Raoult il est haut en couleur, c'est vrai. Mais après, il faut venir sur les sujets concrets et regarder s'il y a des choses qu'il dit qui sont vraies ou pas. Est-ce qu'on pouvait tester ou pas ? Oui, de toute évidence, il a réussi à le faire à Marseille. Et l'OMS nous indiquait qu'il fallait tester dès le 16 mars. Nous, on a cessé de dire à la France Insoumise que c'était l'une des priorités pour savoir précisément où en était la maladie. Autre problème, la question des masques. La question des masques, on voit bien qu'ils ont une efficacité dans le freinage de la maladie, c'est ce que disait votre collègue tout à l'heure. Ces masques-là, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour réquisitionner l'industrie textile, par exemple, pour produire en quantité les masques dont nous aurions eu besoin. Après. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a laissé... Ouais. Non, elle a réquisitionné l'industrie des masques. Elle n'a pas réquisitionné l'industrie textile. Le gouvernement n'a pas réquisitionné l'industrie textile. Désolé, disons que sur incitation du gouvernement, il y a des entreprises sur incitation, qui se sont mises et c'est pas une réquisition. C'est pas une réquisition. Sur incitation du gouvernement. Ça change rien, on en a trop. Bah si, ça change quelque chose. On en a trop peut-être aujourd'hui, mais on n'en avait pas assez. Et par ailleurs, il aurait fallu les rendre gratuits et disponibles largement si on avait voulu stopper l'épidémie. Juste une dernière chose. Pourquoi on confine ? Parce que les hôpitaux ne sont pas en mesure d'accueillir les gens. Donc il y a un problème qui est lié aux services hospitaliers, aux mesures d'austérité qui ont été prises dans l'hôpital. Et s'il y avait une deuxième vague qui venait, je ne dis pas maintenant, mais s'il y avait une nouvelle épidémie de ce type qui venait en décembre prochain, serions-nous prêts à faire face ? Non. Nous ne sommes pas prêts actuellement à faire face parce que le gouvernement n'a pas pris la mesure du fait que ces épidémies, désormais, à cause du changement climatique aussi, peuvent être plus récurrentes qu'avant parce que les causes qui les provoquent sont aussi liées au changement climatique. Donc si on veut y faire face, il faut y faire face de manière massive et assumer que l'État joue son rôle d'organisateur, de planificateur dans les mesures sanitaires. La réaction de Didier Raoult, elle s'explique aussi peut-être par le sentiment de mépris qu'il a pu ressentir, je ne sais pas si c'est le bon terme, de ses collègues Erwan Le Moredec sur cette question de l'hydroxychloroquine. Qu'on ne tranchera pas nous. Oui, mais ça, le vrai problème. Monsieur Raoult est une bête de communication, une bête politique. Enfin, je veux dire que là, ce qui se passe hier devant l'Assemblée nationale, c'est stratégiquement assez classique. Il est mis en difficulté. Il accuse, il détourne l'attention et il porte des accusations qui sont quand même dramatiques. Et
scandaleuse et même insultante, je veux dire, pour les soignants. Il a quand même expliqué que, déjà, rien que cette question d'hydroxychloroquine, comment peut-on expliquer que, pas seulement en France, mais dans le monde entier, on ait arrêté de donner l'hydroxychloroquine? Comment on explique qu'en Belgique, on a arrêté, en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques, aux États-Unis, malgré la promotion faite par Donald Trump? Est-ce que tout ça, c'est un complot contre Didier Raoult? Est-ce que c'est le monde entier contre Marseille? Je veux bien qu'on mette en exergue Paris contre Marseille, mais là, c'est plus Paris, c'est le reste du monde. Et il nous sort aussi les questions de conflit d'intérêts avec le labo pharmaceutique. Justement. Je ne sais pas le prononcer. Gilead. Mais Gilead, l'hydroxychloroquine, c'est produit par Sanofi, qui est un laboratoire largement aussi puissant et même plus puissant que Gilead. Alors justement, c'est un point aussi intéressant et sur lequel, professeur Bergmann, je voudrais vous entendre, parce que c'est une accusation lourde portée par Didier Raoult sur la question des conflits d'intérêts. Écoutons-le de nouveau hier face aux députés. Monsieur le professeur, qui a eu des conflits d'intérêts au sein du conseil scientifique ou dans la périphérie? Non, mais regardez, tout ça est transparent. C'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des conflits d'intérêts. Vous regardez le listing chez les infectiologues, on a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les 2/3. Et on a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead. Et c'est parfaitement matché. Et alors là, sans donner de nom, vous l'aurez remarqué, il suggère très clairement que des membres du conseil scientifique ainsi que des responsables chargés des essais cliniques sur le Covid avaient des liens d'intérêt avec les entreprises qui auraient joué en défaveur de l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce que vous répondez, professeur Bergmann? Là aussi, c'est une technique de communication, de calomnie. Revenons à la science. Aujourd'hui, la communauté scientifique française vis-à-vis du remdesivir de Gilead est extrêmement prudente. Les quelques études qui ont été publiées sont très faiblement positives. Il y a un début de frémissement de quelque chose. Donc, n'allons pas dire qu'on roule pour Gilead, puisque les données sur les produits Gilead, pour aujourd'hui, pour ce qui est connu, sont extrêmement douteuses. Donc, et d'ailleurs, ce produit n'est pas utilisé en France. Donc, s'il y avait eu vraiment un conflit d'intérêts, ça se serait ressenti. Le vrai conflit d'intérêts, c'est un conflit de passion, et c'est lui qui a ce conflit d'intérêts, notamment vis-à-vis de sa politique. Il refuse le débat scientifique. Est-ce que vous avez déjà vu Raoult ou quelqu'un de Marseille accepter un débat scientifique calme, posé, avec des données? Non, jamais. Je parle, je crache sur le voisin, mais je n'arrive pas à participer à l'élaboration de la preuve et de la confiance qui sont les bases de la décision en médecine. Alors, il dit qu'il n'y avait pas de données, d'éléments scientifiques au Conseil et de données précises au Conseil scientifique, c'est pour ça qu'il l'a quitté. Pardonnez-moi, professeur, mais le journal Marianne affirme que les experts médecins du Conseil scientifique chargés d'éclairer Emmanuel Macron pendant la crise ont touché sur les dernières années des sommes d'argent de firmes pharmaceutiques. Est-ce que ça, c'est classique dans le métier, et est-ce que ça n'induit pas forcément une direction ou une autre dans des orientations médicales? Alors, c'est classique que la plupart des médecins, en particulier hospitalo-universitaires, fassent des essais thérapeutiques, en particulier avec des industriels et avec des rémunérations, mais elles sont déclarées publiques. Il y en a aussi qui ont été faites à Marseille avec des Marseillais, et son institut a aussi eu des financements privés. Tout ça est transparent, mais pour autant, ça serait vraiment prouver une fragilité et une incroyable légèreté que de penser que parce que vous avez participé à un essai thérapeutique concernant tel ou tel labo, vous allez définitivement trouver que ce labo est merveilleux et décider que tous les autres sont mauvais. On peut très bien participer à des essais scientifiques, c'est ce qui est fait dans le monde entier, et garder une vision scientifique, une vision correcte. La plupart des médecins de ce comité scientifique ont fait des essais cliniques, et pour autant, les
tendance, les décisions du comité n'ont pas été biaisées et personne n'a critiqué, n'a laissé voir dans leurs décisions transpirer une vision anormale liée à ces conflits. Vraie indépendance d'esprit, évidemment. Oui, Antoine Léaumont, je voyais réagir en entendant le professeur. Cette question-là, moi je suis pas médecin, je vais pas vous dire si l'hydrochlorique, j'arrive même pas à le prononcer, si c'est une bonne ou une mauvaise molécule. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire en tant que politique, et c'est aux politiques de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'intérêt général. C'est aux politiques de prendre ce type de décision. Nous, on propose depuis longtemps qu'il y ait un pôle public du médicament, c'est-à-dire qu'on sorte l'industrie pharmaceutique des logiques de marché puisqu'elle touche très directement à la santé des gens. Il semble logique que sur une question comme celle de la santé, c'est-à-dire de la vie des individus, ça soit sorti des logiques de marché parce qu'on voit bien que dans certains cas, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques vont avoir un intérêt à vendre davantage de médicaments plutôt qu'à essayer de soigner. Et je vous prends un exemple très concret, une entreprise comme Bayer. Bayer, elle fait à la fois des pesticides et elle vend des médicaments. Bayer, elle vous offre à la fois la maladie et le moyen de régler les problèmes de votre maladie. Oui. Vous voyez qu'il peut y avoir... C'est votre point de vue, ça. Non, oui. C'est mon point de vue, mais je veux dire qu'une entreprise produise à la fois du poison et des médicaments, ça me semble quand même relativement problématique. Donc, en sortant... Sur cet argument, pardon, mais quand on voit comment l'État a géré, justement, vous le disiez vous-même, la pénurie de masques, la pénurie de matériel... Comment faire qu'il y ait un pôle uniquement public du médicament? Il faut de la recherche privée, sinon on n'a pas les fonds suffisants pour développer des vaccins. Je suis pas d'accord, mais enfin, je suis désolé, des fonds suffisants, l'État est en train de déverser des milliards d'euros pour l'industrie aéronautique et pour l'industrie automobile. Pour l'emploi. Non, pas seulement pour l'emploi, c'est pour des industries bien spécifiques. Je suis désolé. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent-là pour construire ce pôle public du médicament? Un petit peu la parole, Antoine. Pardon, pour essayer de faire autre chose. Mais en tout cas, ce que je voulais, pour résumer en un mot, il faut sortir les logiques de médicaments des logiques de marché, sinon on n'y arrivera pas. Moi, ce qui m'amuse, et là où le professeur Raoult m'amuse, c'est qu'il se présente comme un chevalier blanc de tout ça, un chevalier blanc contre les conflits d'intérêts, mais il est président d'un institut qui est l'incarnation même du mélange public-privé et qui comporte lui-même des partenariats avec des laboratoires. S'il voit dans cette façon d'exercer une source immédiate de conflits d'intérêts, qu'il cesse lui-même son exercice de cette manière-là. Et puis pour le reste, de toute façon, je pense qu'on n'arrive plus à comprendre ces affaires avec des accusations qui partent dans tous les sens. Il faut rester sur des questions logiques, et je suis désolé de revenir à la même, mais ça n'est pas le Conseil scientifique français contre Didier Raoult. Le monde entier réagit de la même manière. Tout le monde arrête l'hydroxychloroquine. Donc ça n'est pas le monde entier qui a des intérêts avec Gilead et qui n'en aurait pas, par miracle, avec Sanofi. Oui, effectivement, on a vu tout au long de cette audition plusieurs affirmations de la part du professeur Raoult. Au final, hier, je vous disais, je craignais que ça tourne à la foire d'empoignade et au spectacle et au show. Alors, ça n'a pas été le cas dans ces 3h30 d'audition. Ça a été plutôt respectueux, mais Didier Raoult, c'était une star de la com. Il est venu, je ne sais pas si vous avez vu ces photos et ces images, où on voyait les caméras sur lui, et juste à l'arrière-plan, son chef de relations presse de l'Institut de l'IHU qui était là, tout souriant, ravi en fait de l'effet et du show que pouvait produire aujourd'hui Didier Raoult. Et puis juste sur le fond, vous disiez, il s'en est pris à tout le monde d'un point de vue politique. C'est pas vrai, sauf une personne qui a été épargnée par le professeur Raoult, le président de la République, Emmanuel Macron. Dans tout ce qu'a dit Didier Raoult hier, c'est le président de la République. Il n'a pas été, je dirais, ciblé directement ou mis en cause de façon dure comme il a pu le faire sur d'autres responsables politiques. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait été à Marseille, qu'Emmanuel Macron avait dit en coulisses c'était un phénomène social, le professeur Raoult. Et donc je pense voilà, qu'il y a une discussion et que les deux ont pu se retrouver sur un certain nombre de points, même si Didier Raoult avait quitté le Conseil scientifique juste après le début de l'épidémie. On va refermer cette page Didier Raoult, le temps donc de cette audition devant la commission qui va continuer ses travaux, évidemment auditionner encore beaucoup d'acteurs de cette crise. Je remercie le professeur Bergmann d'avoir été avec nous à distance. Tiens, c'est lié évidemment à cette crise sociale. Je vous donne cette information qui méritera d'être précisée et affinée. Olivier Véran propose 6 milliards d'euros de revalorisation pour le personnel hospitalier hors médecins, qui font l'objet de négociations parallèles, ce qui inclut une augmentation générale des salaires. Pour l'instant, c'est insuffisant pour les syndicats. Le gouvernement aujourd'hui ne comprend pas que nous avons besoin d'un choc financier pour augmenter les salaires et embaucher. Un tel retard a été pris ces 20 dernières années qu'aujourd'hui, il ne peut pas se contenter de mesurettes. Et 6 milliards d'euros, c'est une mesurette aujourd'hui au regard des besoins.
Voilà, mesurette, dit donc Monsieur Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes, membre aussi de la CGT, je le précise. Ce qui ressemblera peut-être un peu moins, on aura l'occasion de revenir sur ces 6 milliards, ce qui représente peut-être un peu moins une mesurette pour les syndicats, ce sont les décisions prises, Claire Fournier, concernant le chômage partiel qui évolue, mais l'État continue à soutenir l'emploi du privé. Oui, c'est ça. Alors, il y a 2 objectifs dans l'évolution de ce dispositif d'activité partielle. C'est d'abord de réduire un peu les dépenses de l'État liées à la crise, mais attention, tout en ne retirant pas la perfusion trop rapidement. Donc, l'État va en effet continuer à subventionner, on peut le dire comme ça, les salaires dans le privé, mais en réduisant un peu la voilure. Alors, les salariés vont y perdre un peu, mais ça évitera le rebond des inscriptions au chômage. En tout cas, un bond trop extrême. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? À partir du 1er octobre, un salarié en activité partielle ne touchera plus 84% de son salaire net, mais 72%, avec la possibilité quand même pour son entreprise de lui assurer 100%, ce qui se fait déjà aujourd'hui, et toujours dans la limite de 4 SMIC et demi. L'entreprise, de son côté, devra mettre davantage la main à la poche, puisqu'elle ne sera plus remboursée qu'à hauteur de 60% de ce qu'elle verse aux salariés, donc soit un reste à charge de 40% contre 15% depuis le 1er juin. Il s'agit aussi, Adrien, d'encourager le retour à l'emploi. Et puis il y a cet autre dispositif qui soutiendra l'activité partielle jusqu'en 2022. Oui, alors il faut retenir un nouvel acronyme, c'est l'APLD pour activité partielle de longue durée. C'est donc le nouveau nom de ce dispositif qui sera mis en place, lui, le 1er juillet. Alors, il est destiné à des secteurs très en difficulté, on en a parlé, comme l'aéronautique, l'automobile, et il va reproduire le mécanisme d'activité partielle plutôt généreux mis en place pendant le confinement, à savoir 84% du net du salarié assuré, donc, et un reste à charge de 15% pour l'entreprise, avec quand même, ça c'est nouveau, l'exigence du maintien de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on en parlait jusqu'ici comme de l'ARME. Vous savez, l'activité réduite pour le maintien en emploi, c'est un acronyme qui a été abandonné. Il faudra, ça c'est aussi nouveau, en passer par un accord en entreprise ou un accord de branche. Et puis, pour éviter les effets d'aubaine, les heures non travaillées ne pourront pas dépasser 40%. Autre nouveauté enfin, inspirée du système allemand, la formation sera encouragée pendant les heures chômées. Et ça, c'est plutôt appréciable, notamment dans l'industrie où il faut sans arrêt, bien sûr, adapter ses compétences. Erwan Le Moridec, on met notre économie totalement sous perfusion, y compris pendant plusieurs années, puisque là, ça peut durer jusqu'en 2022. 2022, encore pendant 2 ans. C'est la bonne méthode, ça ? Je crois que c'est inspiré notamment de ce qu'avait fait l'Allemagne en 2008 et qui avait plutôt été efficace. Et je crois qu'effectivement, face à la vague dramatique qui nous est annoncée, aux conséquences sociales, et quand on dit conséquences sociales, non seulement c'est sur la vie concrète des personnes, mais après, les conséquences sociales, ça devient des conséquences politiques. Si on n'a pas envie d'avoir un pays déstabilisé politiquement aussi, c'est tout cet enchaînement, c'est tout ce raisonnement global qu'il faut prendre en considération. Et on évite une crise sociale en évitant une crise économique. On évite une crise sociale, on évite peut-être aussi une crise politique. On approche des élections présidentielles. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'avoir une part conséquente de la population réduite au chômage ou c'est vrai que si on a l'esprit mal placé, on voit bien que 2022, c'est ça une colle date à très peu près à un politique agenda aussi. politique qu'on a en tête, mais bon, on n'ira pas jusque-là et à tirer de telles conclusions. Vous y voyez une mesure nécessaire. Après tout, on a vu aux États-Unis, alors avec l'impact très concret que ça a eu pendant la période de chômage, un bond du chômage, mais l'activité aussi, l'emploi est reparti aussi assez vite du côté américain, Antoine Léaumont. Moi, je préfère ça plutôt que laisser le libre marché faire n'importe quoi. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision politique globale. C'est-à-dire, on vient aider des secteurs dits en difficulté, mais alors même qu'on constate que désormais, il y a des problèmes écologiques majeurs, et je veux dire, ils sont quotidiens pour les gens, et on a vu que récemment, dans le cercle polaire arctique, c'était monté au-delà de 38 degrés. Donc, je veux dire, le changement climatique est en train de prendre un tour qui devient pressant. Et alors qu'on constate tout ça, qu'on le voit, que c'est sous nos yeux, eh bien, quand il s'agit de faire bifurquer notre économie, d'essayer de planifier pour sortir du système économique dans lequel on est, les pouvoirs publics ne sont pas capables de le faire. Monsieur Macron n'est pas capable de le faire. Oui, vous avez échappé quand même que dans l'automobile, on a fait une orientation très bien, mais très sauf que, poussée pour l'électrique. Mais très bien, mais sauf que prenons cet exemple très concret. On fait de l'électrique. Bon.
eh ben, vos voitures, il faut les alimenter. Donc si vous voulez alimenter vos voitures électriques, il va falloir produire davantage d'énergie électrique. Donc on fait quoi? On fait du nucléaire, on fait autre chose. Si on fait autre chose, il faut le planifier. Nous, on proposait, dans la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, un plan de 100 milliards d'euros, dont une partie conséquente était prévue pour faire la transition écologique, sortir du nucléaire avec un horizon lointain, mais sortir progressivement du nucléaire, transformer nos énergies pour faire des énergies renouvelables. Mais tout ça, ça exigeait une planification, ça exige du temps, là, surtout, ce que vous nous demandez. Donc, mais évidemment, mais enfin, justement, vous venez de le dire, l'horizon, ça peut pas être 2022, l'horizon, ça peut pas être de voir à court terme pour essayer de gagner les prochaines élections. L'horizon, c'est de changer, de faire bifurquer en profondeur notre modèle économique, notre production, notre manière de consommer, pour arriver à un objectif d'avoir une société qui est résiliente vis-à-vis du changement climatique. Mais pour faire ça, je veux juste aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de ça, vous avez, je crois, 11 millions de personnes, c'est ça qui bénéficient du chômage, 13 millions de personnes. Vous avez donc 13 millions de salaires qui sont socialisés, d'accord? Oui. C'est la France à l'heure actuelle, trouver des différences avec une économie socialiste, je suis désolé, les gens qui nous parlent sans arrêt de l'État qui dépense trop, etc., sont en train de faire exactement le type de choses qu'on pourrait mettre en place. Mais là, c'est sans vision. Je suis désolé, mais je veux juste aller jusqu'au bout. C'est sans vision. C'est sans vision. C'est de l'argent balancé. C'est de l'argent. Mais pour quel résultat aussi? Excusez-moi, mais c'est de l'argent qui est balancé sans aucune vision. Pour quel résultat? Je regarde les chiffres du FMI. Claire Fournier, la France devrait connaître l'une des pires récessions au monde en 2020. Le PIB français devrait chuter de 12,5%, aux côtés de l'Italie, de l'Espagne. On fait partie des 5 moins bons élèves. Vous voyez, en comparé avec le Royaume-Uni, notamment l'Allemagne, des 5 moins bons élèves du monde. Non mais attendez, les mesures qu'on a mises en place pour soutenir l'économie pendant cette crise, elles ne vont pas faire de miracle non plus. Mais quand même, et pourquoi d'autres y arrivent mieux que nous ? Attendez, vous citez des chiffres du FMI. Moi, je vais vous en citer un autre, sans vouloir être dans le monde des bisounours. Je cite le FMI. Concernant la reprise de 2021, l'économie française pourrait progresser de 7,3%. Voilà, puisque monsieur veut regarder à long terme. Attendez, laissez-moi finir pour le coup. En 2021, on pourrait avoir une reprise très forte, enfin on l'espère, si tout fonctionne comme prévu, que la consommation repart notamment, que les investissements repartent, et ce serait la plus forte hausse d'une économie occidentale derrière la Chine. Donc voilà, c'est vrai que cette année, on décroche parce qu'on a par exemple, les secteurs les plus touchés, ce sont les poids lourds de notre économie, le tourisme, l'aéronautique. C'est vrai qu'on part avec un équilibre budgétaire qui n'est pas le même que celui des Allemands, donc on ne peut pas faire un plan de relance aussi important qu'eux, etc. Donc il y a des problèmes structurels en France, mais j'aimerais quand même qu'on se projette à plus long terme, et justement, les mesures de soutien à l'économie qui ont été mises en place, elles vont peut-être permettre qu'on n'ait pas un taux de chômage complètement délirant qui explose les compteurs. Donc on aura d'ailleurs des chiffres à midi. Après, juste sur les 7,5% et tout ça, mais après, je vous laisse... Oui, non, simplement, moi, je veux bien rejoindre Antoine Léaumont sur la nécessité d'avoir une vision, sur la nécessité, effectivement, de prendre en compte cette question de la transition écologique. J'ai écrit dernièrement une chronique exactement sur ce que vous disiez et ce qui se produit en Sibérie. On va faire crédit encore 4 ou 5 jours à Emmanuel Macron en attendant le 29, la première réponse qu'il doit donner à la Convention climat. Ça n'a pas l'air forcément de satisfaire nos amis écologistes, mais on va pas anticiper, enfin je vais pas anticiper sur un futur sujet, mais le fait est qu'il va devoir enclencher une nouvelle étape de son quinquennat. Donc cette vision à long terme va peut-être finir par nous arriver. Très vite, Antonio. Très vite. Juste sur les 7,5% aussi, c'est normal en fait. Plus on baisse, plus la reprise, enfin je veux dire c'est mathématique, si vous perdez davantage, une reprise elle est plus facile parce qu'on compte en pourcentage et pas en valeur absolue. Moi j'ai fait le calcul en valeur absolue, on va perdre 330 milliards d'euros de PIB, on en gagne 150 millions. Si vous comparez en points, si vous comparez en points, on n'est pas sur ça. Mais effectivement, moi juste sur ça, la nécessité c'est la planification. Et pour ça, je suis désolé, c'est pas M. Macron qui est la bonne personne pour le faire, parce qu'il ne croit pas dans le rôle stratège de l'État. Il pense que le marché... On peut peut-être attendre de voir le plan de relance. Mais non, mais regardez, on verra le plan de relance, on sera désolé. Avant le 14 juillet, et puis après, rendez-vous en 2022. On a un exemple sous les yeux. 11h30, Antoine Léaumont, si vous voulez bien, on va avancer parce qu'il faut... Alors là, ce que je voulais dire et que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que le gouvernement, pour prendre un cas très concret, donne 7 milliards d'euros à Air France. Normalement, on se dit c'est pour continuer à avoir de l'emploi en France, pour éviter le chômage en France, mais sauf que Air France a décidé de commander des avions
pour un montant de 4 milliards d'euros, des avions qui sont produits au Canada. Donc on a un peu l'impression que le gouvernement donne 7 milliards d'euros à Air France, que Air France fait des commandes au Canada pour 4 milliards d'euros et que bilan des courses de tout ça reste 3 milliards d'euros en France. Bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais vous voyez ce que j'essayais de dire, c'était que sans vision stratégique, sans vision d'un État stratège, alors il n'est pas possible de contrôler ce qui est fait de l'argent public, il n'est pas possible de diriger l'argent public vers l'emploi en France, et pour le faire, que les libéraux le veuillent ou pas, la seule manière de faire, c'est de planifier, d'avoir un État stratège qui indique une ligne directrice, y compris pour la production industrielle et l'utilisation qui peut être faite de l'argent public dans ce type d'aide. Au moins, la moindre des choses semble être de mettre des contreparties. Là, c'est pas le cas, et du coup, ça donne ce genre de résultat un peu absurde où on a l'impression que finalement, le gouvernement balance du fric par les fenêtres sans savoir ce qui en est fait ensuite. Voilà, c'était ça que je voulais dire et que j'ai pas pu dire à ce moment-là. Je le rajoute parce que j'ai de la chance, je peux le faire avec vous. Mais c'était ça l'exemple très concret que je voulais prendre. Je vous laisse regarder la suite de l'émission. Non, il faut qu'on avance dans notre débat, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont aussi importants et qui concernent, en l'occurrence, l'indépendance de la justice, le rôle de la justice. Et en ce moment, on en parle beaucoup. Bienvenue, si vous nous rejoignez au cœur du 11-13, dans un instant, l'affaire qui dérange l'Élysée, l'affaire Alexis Collère. Nous allons en parler, des avocats sur écoute dans l'affaire Bismuth, l'attitude des juges en question, et puis passer le second tour. Passer dimanche prochain, le calendrier qui pourrait s'accélérer pour Emmanuel Macron, remaniement ou pas. Vous allez voir donc, une affaire peut en cacher une autre. Nous sommes avec Maître Jean-Yves Le Borgne. Merci Maître d'être avec nous. Plusieurs dossiers à aborder avec vous, et j'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, par ce que nous révèle le magazine Le Point, qui nous offre des révélations sur le dossier dit Paul Bismuth, qui vaut un renvoi en correctionnel à Nicolas Sarkozy. Le Point révèle qu'en parallèle de l'enquête judiciaire, le parquet national financier, dont décidément on parle beaucoup en ce moment, a mené une enquête secrète pour savoir si l'ex-chef d'État était informé des procédures en cours, et pour ça, des factures détaillées, les fameuses fadettes, des plus grands cabinets d'avocats parisiens ont été épluchés. On parle d'Hervé Temim, on parle du cabinet de Jean Veil, ou on parle encore d'Éric Dupond-Moretti qui était invité tout à l'heure, d'Audrey Crespo-Mara. Écoutez Éric Dupond-Moretti. Il y en a ras-le-bol de ces méthodes, de ces juges qui s'affranchissent de toutes les règles au nom de la morale publique. Il faut vraiment qu'un beau jour on donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein. Il y en a marre. On est maintenant, on a basculé dans la République des juges maintenant. C'est un immense danger pour la démocratie. Vous savez, quand les dictatures arrivent, les premiers qu'on touche, c'est les journalistes et les avocats. C'est insupportable, ça. On est en pleine dérive. Et il est vraiment temps que l'on prenne un certain nombre de décisions. Vous savez, l'indépendance des juges, c'est bien joli. Mais ça n'a de sens que si ça s'accompagne de l'impartialité du juge. Maître Le Borgne, bonjour, rebonjour. Vous reprenez à votre compte les mots d'Éric Dupond-Moretti ? Écoutez, je ne m'exprimerai peut-être pas dans les mêmes termes, mais je comprends son indignation. Au fond, quand un justiciable, car l'ancien président de la République était alors un justiciable comme un autre, prend contact avec un avocat. Faut-il le pister? Faut-il écouter ce qu'il échange avec cet avocat? Il y a, me semble-t-il, parmi les libertés publiques, une liberté de se défendre, un secret professionnel, c'est-à-dire un dialogue singulier qui n'est connu de personne entre le justiciable et son avocat. Et il semble, même s'il faudrait peut-être avoir plus d'informations sur le contexte, que ces enquêtes étranges entre les contacts qu'aurait eu ou que n'a pas eu l'ancien président de la République avec tel ou tel de mes confrères, cela me paraît à tout le moins surprenant. Borgne, c'est la République des juges? Ce sont les juges qui font et qui défont un certain nombre de choses aujourd'hui, outrepassant peut-être les règles les plus élémentaires? Écoutez, de toute façon, on sait bien que de plus en plus, l'autorité judiciaire joue un rôle politique, consciemment ou non. On a très récemment, à l'occasion notamment des propos qui ont été tenus par l'ancienne procureure du parquet national financier, on a évoqué ce sujet, Madame Oulette, on a évoqué ce sujet et le fait de savoir s'il fallait, par exemple, que le parquet fût complètement indépendant, bref, qu'il y ait eu une rupture complète entre l'autorité judiciaire et l'État.
je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Les juges sont indépendants. Ils peuvent et ils doivent être indépendants si la justice doit être respectable. Mais les procureurs, qui historiquement sont la courroie de transmission entre l'État et les prétoires, doivent conserver un lien avec l'État. Ils sont les fils, les héritiers de ceux qui étaient jadis les avocats du roi, les procurateurs de l'exécutif, et s'il y a lieu sans doute de s'interroger sur ce que devraient être dans l'avenir les relations entre le gouvernement et l'autorité judiciaire, peut-être faut-il créer une nouvelle institution à cet égard. Il n'y a pas de raison pour que la notion d'indépendance qui est l'apanage du juge soit étendue, à mes yeux, au parquet. Maître Leborgne, laissez-moi reposer la question et la reformuler peut-être. Du haut de votre expérience, vous avez l'impression que les juges font de plus en plus de politique au point de peser sur le jeu démocratique ? Je ne veux pas accuser les juges de faire de la politique, même si certains caressent et peut-être parfois se laissent convaincre par cette tentation. Ce que je constate, c'est que l'initiative judiciaire a de plus en plus une force sur l'évolution des choses et notamment sur le contexte politique. Il n'y a pas de raison que les femmes et les hommes politiques soient en quelque sorte insusceptibles d'atteinte de la part de l'autorité judiciaire. Il n'y a pas de raison non plus pour qu'ils soient en quelque sorte fragilisés par une action judiciaire qui viendrait les mettre à tout propos en accusation, et il y a d'ailleurs sur ce sujet un certain nombre d'éléments d'actualité dont on peut parler. Je pense à ce que l'on a dit notamment concernant Monsieur Koller. Et nous allons parler de l'affaire Koller dans un instant. Erwan Le Moredec, vous qui êtes avocat. Oui, sur d'autres affaires, je trouve qu'on est un peu dans une zone grise. Sur cette affaire, double affaire Sarkozy, je trouve qu'il n'y a pas de zone grise. On est vraiment dans une zone noire, zone rouge même. C'est un principe fondamental de tout état de droit que la communication entre un avocat et son client est confidentielle. Qu'on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas espionner, parce que c'est la possibilité pour n'importe quel citoyen de se défendre. On a eu dès l'origine de cette affaire quand même des choses troublantes, parce que les avocats ne sont pas au-dessus de la loi. Si on est susceptible de commettre un délit ou un crime, ok, on est justiciable comme les autres. Mais on ne peut nous écouter, surtout dans notre relation avec les clients, que s'il y a un soupçon. Oui. Or là, dès le début dans cette affaire Sarkozy, Paul Bismuth, etc., on a eu des juges qui finalement ont écouté pour voir s'ils trouvaient quelque chose qui pouvait étayer un soupçon. Et déjà, le seul fait même qu'un justiciable se sente dans l'obligation d'acheter une ligne dédiée à la communication avec son avocat pour ne pas être écouté, ça me sidère. Alors c'est sûr que c'est une affaire ultra sensible, mais qu'on ne puisse pas avoir suffisamment confiance dans notre système de droit pour se dire que je peux parler librement au téléphone avec mon avocat sans qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la ligne, c'est affolant. Et ce que le point rappelle, c'est ça va encore au-delà, parce que ces avocats qui ont été écoutés n'étaient soupçonnés de rien, si ce n'est que de violation du secret de l'instruction, dont on sait que finalement, régulièrement, ça part de partout, que ce soit des parties, des avocats, des juges, des greffes, enfin, c'est trouver la source. Alors, prétendre s'appuyer sur un soupçon de violation de l'instruction pour aller écouter un avocat, je trouve que c'est un scandale absolu. On continue nos échanges, et Jean-Yves Le Borgne, vous restez bien avec nous, parce que vous l'avez souligné, j'aimerais que nous abordions aussi une autre affaire, parce qu'une affaire en cache une autre, et décidément il y en a beaucoup en ce moment. Vous en avez parlé, c'est le dossier Alexis Koller, proche parmi les proches s'il en est du président de la République. Des juges d'instruction vont reprendre les investigations visant le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d'intérêts en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Tout est parti d'une note du président de la République. Les explications pour avoir tous les éléments en tête avec Claire Cambier, et on revient ensemble et on en parle. L'affaire remonte à mai 2018.
Mediapart accuse Alexis Kohler de prise illégale d'intérêt. Le secrétaire général de l'Élysée aurait dissimulé à la commission de déontologie ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC et les chantiers navals STX. L'association Anticorps porte plainte. On ne peut pas défendre à la fois les intérêts de l'État et ceux de sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il aurait dû comprendre dès le départ, dès 2010, en refusant de siéger dans les conseils d'administration des entreprises qui étaient les principaux fournisseurs de sa société familiale. L'enquête ouverte par le parquet national financier sera classée sans suite en août 2019. Mais nouvelle révélation de Mediapart ce mardi. À l'époque, Emmanuel Macron avait dressé une note personnelle au parquet. Il y assurait que son directeur de cabinet à Bercy n'avait jamais pris part aux décisions liées à MSC. Une révélation qui fait polémique et questionne l'indépendance de la justice, même si pour de nombreux experts, cette note n'a rien d'illégal. Ce que je constate, c'est que cette lettre est un témoignage. Rien ne l'interdit. C'est pas une intervention sur le dossier, sur la procédure. C'est pas une instruction ou une recommandation qui aurait été écrite au procureur national financier. Cette note a été révélée dans la presse le jour même de l'ouverture d'une information judiciaire visant Alexis Kohler. L'Élysée assure que les juges d'instruction travailleront sur ce nouveau volet en toute indépendance. Et ça, évidemment, Julien Arnaud, pour la classe politique, ça passe pas inaperçu. Non, ça passe pas inaperçu. Beaucoup ont réagi ce matin à la télé et à la radio, à commencer notamment par le vice-président du Rassemblement national, Nicolas Bay. Il est le chef de l'État et donc ça pose un vrai problème parce que ça aboutit en pratique à une quasi-émission il n'y a pas l'entête de présidence de la République. Oui, d'accord. Enfin, il s'agit d'un acte de procédure. Je pense que personne, ça a échappé à personne le fait qu'Emmanuel Macron est président de la République. Bon, et donc il y a un peu une immixtion dans un processus actuellement qui est un processus d'enquête. La défense, on va la chercher du côté de la République en marche, notamment son délégué général, Pierre Persson. Alexis Kohler, c'est un concitoyen comme les autres. Il n'a pas plus de droits, mais il n'a pas moins de droits. À l'époque, Emmanuel Macron était son employeur. Je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron ne pouvait pas justifier notamment d'échanges qu'il avait tenus avec son salarié, son collaborateur. Deuxième chose plus personnelle, c'est que je connais Alexis Kohler maintenant depuis 4 ans. C'est un fervent serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui a sa probité. C'est quelqu'un qui a toute ma confiance. Voilà, délégué général adjoint Pierre Persson. Alors à votre avis, Pierre Persson toujours, est-ce qu'on peut parler d'une affaire Kohler ou c'est simplement une tempête dans un verre d'eau ? Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Après, je vous le redis, je suis parlementaire, je n'ai pas accès à l'instruction, ce n'est pas à moi d'en commenter, mais je trouve qu'en effet, les faits qui sont rapportés et qui sont un peu édulcorés représentent plus une tempête dans un verre d'eau que finalement une véritable affaire. Voilà, on l'aura compris, hein, tempête dans une verre d'eau du côté de la République en marche, mais tout cela, bien pas de quoi convaincre. Éric Ciotti, le député LR, était l'invité d'Elisabeth Martichoux ce matin sur LCI. C'est pas neutre. Est-ce que c'est une intervention ? C'est pas neutre, bien sûr. Le président de la République en exercice intervient, ça dépasse le cadre d'une simple attestation. Au titre amical, puisqu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Eh ben oui, Éric Ciotti, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? On voit bien aujourd'hui qu'il y a une interrogation sur la nature et sur l'action du parquet national financier, puisque cette affaire a été classée dans un premier temps. L'enquête préliminaire a été classée. Je pense que le parquet national financier, la question de l'existence du parquet national financier se pose. Et nous voilà revenus donc au sujet aussi précédent, le fameux PNF. Et tout se tient, pardonnez-moi Jean-Yves Le Borgne, mais là est-ce qu'on est dans une affaire légale ou morale ? Écoutez, je pense que d'abord, fondamentalement, on est dans le fantasme du scandale. On parle de conflit d'intérêts. C'est une notion qui, en droit, n'existe pas. Il existe un délit de prise illégale d'intérêt. Le conflit d'intérêts est une notion littéraire, morale, journalistique, donnez-lui l'adjectif que vous voulez, ça n'existe pas en droit. Et puis, je trouve assez singulier que tout à coup, sous prétexte que le président de la République assume cette fonction, il devrait s'abstenir de faire connaître à la justice une vérité dont il est détenteur. En d'autres termes, au nom de je ne sais quelle réserve qu'il devrait observer, il serait dans l'impossibilité de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Je pense qu'il n'est pas du tout certain, mais je ne connais pas le fond du dossier, que les liens que M. Kohler a eus avec tel armateur aient eu une quelconque rencontre avec ce qu'il a pu faire dans ses fonctions publiques. Et je considère pour ma part que si la réserve qu'on attend du président de la République consiste à dissimuler la vérité, alors là, franchement, on marche sur la tête.
Donc là, vous êtes en train de me dire, Jean-Yves Le Born, qu'il se comporte justement comme un justiciable, comme un autre. En l'occurrence, il n'est pas visé, lui, directement, Emmanuel Macron, mais il fait ce que tout employeur devrait faire. En d'autres termes, sous prétexte que M. Koller a été le collaborateur de M. Macron, que le témoignage de M. Macron sur ce qu'il a fait et surtout sur ce qu'il n'a pas fait est important et fondamental, il ne pourrait pas le recevoir, il ne pourrait pas le produire au motif que c'est désormais le président de la République qui est détenteur de cette vérité qu'il devrait cacher. Enfin, j'ai pour l'enquête et pour tout ce qui est investigation judiciaire le plus grand respect. Est-ce qu'il ne faut pas que tous les moyens soient donnés aux juges et aux procureurs de connaître ce qui s'est vraiment passé? Faut-il, sous prétexte que cette vérité serait détenue par le président de la République, que celui-ci, pour je ne sais quelle raison, soit muré dans un silence obligatoire? Ça n'a pas de sens. Antoine Léaumont. Il y a plusieurs choses qui sont inquiétantes dans cette enquête. Déjà, cette pièce d'Emmanuel Macron, elle n'est pas cotée au dossier, elle disparaît d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi elle disparaît. Si c'est une pièce qui est importante pour connaître la vérité, on ne comprend pas pourquoi elle n'est plus dans le dossier. Mais surtout, c'est l'enchaînement des faits qui je trouve, est au minimum étrange et pose question. Le 7 juin, vous avez un rapport qui va contre, le 7 juin 2019, un rapport qui va en gros contre Alexis Koller et qui dit bon bah voilà, c'est pas net, c'est pas clair, il y a des problèmes, etc. Le 1er juillet, Madame Oulette part à la retraite, d'accord ? Le 1er juillet, c'est aussi le jour où Emmanuel Macron envoie sa lettre. Et dans une période d'intérim à la tête du parquet national financier, qui est normalement pas un moment où on traite ce genre d'affaires, qui est quand même un dossier sensible, qui parle directement du secrétaire général de l'Élysée, dans cette période-là, un nouveau dossier arrive le 18 juillet qui innocente en gros M. Koller qui dit bon bah non, tous les problèmes qui étaient... Vous y voyez une pression, non, c'est ça. Mais attendez, je suis désolé, je regarde des faits. Le 7 juin, il y a un dossier qui dit il y a un gros problème. Le 1er juillet, on reçoit une lettre de Macron, Madame Oulette dégage, et on est dans une période d'intérim. Le 18 juillet, le 18 juillet, mais elle-même ne voulait pas traiter. Mais je suis désolé, elle-même ne voulait pas traiter le dossier. Elle-même voulait laisser le dossier à son successeur. Je doute que Madame Oulette pensait qu'on allait régler ça dans une période d'intérim, avec en plus un intérimaire qu'elle n'a pas elle-même choisi, avec lequel elle était contre, elle n'était pas d'accord avec la mise en place de cet intérim-là. Bon, moi je trouve qu'il y a des questions qui se posent et je me demande pourquoi cette pièce a disparu du dossier si elle est si importante pour connaître la vérité. Après, sur le parquet national financier, de fait, il y a des questions qui se posent et Madame Oulette l'a dit dans son audition à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'indépendance de la justice qui est présidée par Hugo Bernalicis. Elle a dit qu'elle avait subi des pressions régulières, constantes, où on lui demandait des remontées d'informations. Et qui faisait les pressions ? Madame Champrenault. Et Madame Champrenault, elle est allée à la radio, parce que il y a plusieurs affaires en cours. Vous avez l'affaire Fillon, sur laquelle s'exprimait Madame Oulette. Mais dans notre cas à nous, dans notre dossier à nous, moi j'ai reçu dans mon domicile 4 policiers en armes pour me perquisitionner pendant 7h30. Je suis désolé, je suis en droit de m'interroger sur une Madame Champrenault qui fait des pressions dans un dossier politique. Est-ce qu'elle ne fait pas aussi est-ce qu'elle n'a pas fait aussi des pressions dans notre dossier politique ? C'est par ailleurs elle qui est la chef hiérarchique du tribunal de Bobigny, qui a lancé les attaques en rébellion contre Jean-Luc Mélenchon et contre 4 autres insoumis. Donc au bout d'un moment, on est en droit. Je veux dire, c'est vraiment une question très importante. L'indépendance de la justice, ça doit être quelque chose sur les affaires politiques qui doit être central. Parce que si vous avez une justice qui est liée au pouvoir politique d'État, vous avez un problème dans la séparation des pouvoirs. Et il y a des soupçons et quand vous les exprimez. Et quand on constate que ça accable les opposants politiques et que ça dédouane les proches, je suis désolé, on est en droit de se poser des questions. Emmanuel Macron, je pense à François Bayrou au début du quinquennat, impliqué dans un certain nombre, impliqué dans un certain nombre d'affaires. Il faut qu'on avance, on fait une toute petite pause si vous voulez bien et on reprend nos échanges. Alexis Koller, dont on parle à l'instant, il pourrait être dans quelques jours sur le perron de l'Élysée pour annoncer un possible remaniement. On va en parler avec vous, Julien Arnaud. Retour du 11-13 de LCI, bien dans un instant le journal de midi, mais d'abord on parlait d'Alexis Koller tout à l'heure, je le disais, il pourrait se retrouver sur le perron la semaine prochaine pour nous annoncer un possible remaniement après le second tour des municipales. Julien Arnaud, ça s'accélère tout ça ou pas ? Oui, en tout cas le remaniement il peut être annoncé soit effectivement par le secrétaire général de l'Élysée sur le perron, on connaît la scène, ou par communiqué, on l'a eu à plusieurs reprises aussi de la part d'Emmanuel Macron. Mais si, la question c'est quand est-ce que va se dérouler ce remaniement ? Juste un coup d'œil sur l'agenda du chef de l'État, d'Emmanuel Macron pour les prochains jours. Donc dimanche, vous avez le second tour des élections municipales, puis lundi 29 juin, Emmanuel Macron organise la réponse à la Convention citoyenne climat, ça se déroulera
sera notamment à l'Élysée. Il y aura un aller-retour en Allemagne, rencontre avec la chancelière Angela Merkel. Mardi et mercredi, déplacement en Mauritanie et au Sénégal pour le président de la République, au Sahel, dans le cadre du G5 Sahel. Et puis jeudi ou vendredi, donc report de ce Conseil des ministres qui devrait se tenir en fin de semaine. Or, on le sait, si je reviens à cette première date du 28 juin, après les résultats des municipales, que à l'issue du second tour, eh bien, la première réunion des nouveaux conseils municipaux doit se tenir entre le vendredi 3 et le dimanche 5. Ça vous fait penser quelque chose si Édouard Philippe est élu maire du Havre dimanche soir, s'il doit composer un nouveau gouvernement, démissionner, il faut aller vite, vous avez une période de 5 jours. Donc on pourrait dire, c'est ce qui se dit dans l'entourage de l'exécutif, de plusieurs ministres, eh bien que le 3, 4, 5 juillet, voilà la fenêtre de tir pour le président de la République pour remanier son gouvernement. C'est que des suppositions, une hypothèse, mais en tout cas, c'est le mot, c'est la petite musique entonnée par beaucoup de responsables politiques ces dernières heures. Antoine Léaumont, un remaniement s'imposera après le second tour ? Honnêtement, si c'est pour faire la même politique, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est des batailles internes de gens de la République En Marche. Tout ça n'intéresse pas beaucoup les Français, à mon avis. Et encore une fois, si c'est pour faire la même politique, c'est-à-dire pour continuer à distribuer de l'argent, comme on le disait tout à l'heure, n'importe comment, sans ligne directrice et sans engager la transition écologique, tout ça n'a que très peu d'intérêt. Et je pense que Emmanuel Macron est aussi en train d'essayer de se débarrasser un peu d'un concurrent gênant qui commence à être un peu plus haut que lui dans les sondages. Donc c'est des batailles. Philippe. Oui, c'est des batailles, c'est des machins internes à la République En Marche. Et voir ça au sommet de l'État, franchement, moi dans mon département, le sujet c'est la Halle, Make in Energy, Eurosteel, Eurocast, Safran, tout ça c'est des boîtes dans lesquelles on est en train de supprimer des emplois. Et là, les chiffres viennent de tomber, c'est 1740 emplois qui sont supprimés dans mon département. Les gens, franchement, les remaniements des gens de la République En Marche, ils en ont rien à carrer. Par contre, savoir s'ils auront un emploi demain, savoir ce que va faire l'État pour eux si jamais ils se retrouvent au chômage, ça oui, c'est des vraies questions. Oui, et je suis désolé, Non mais je suis d'accord, mais depuis Paris, quand on regarde tout ça de très haut avec des grands chiffres, ça veut pas dire grand-chose. Mais les gens qui perdent des emplois, à chaque fois que vous avez une personne qui perd un emploi, c'est une famille que vous fragilisez. Si vous fragilisez d'un seul coup 1700 familles dans un département dans lequel vous avez 200 000 habitants, je suis désolé. Essayez de vous imaginer, de sortir de la logique juste des chiffres et d'imaginer les vies individuelles que c'est en train de vivre. Voilà le vrai sujet. Savoir si ça va être je sais pas qui à la place d'Édouard Philippe. L'équipe en place, c'est quand même Erwan Le Moredec. Mais non, c'est les mêmes. Le fait est déjà de façon très pas cynique, mais on sait tous que globalement les résultats des municipales vont être très mauvais pour la République En Marche. Donc globalement, il va avoir besoin de se relancer. Surtout, ça c'est de la politique politicienne. Moi, effectivement, qu'on parle de la politique à long terme, aujourd'hui, le monde a changé. Économiquement, ça n'est pas du tout ce que on pouvait faire et pronostiquer au début de l'année et au début de l'année scolaire, on va dire. Écologiquement, il y a une prise de conscience qui est énorme et qui n'était pas à ce point il y a quelques semaines. Socialement, ça va être dramatique. Donc, s'il y a, quand on parle de deuxième acte d'un quinquennat, s'il y a un deuxième acte à enclencher, c'est maintenant. Et donc c'est maintenant qu'effectivement, moi j'attends d'Emmanuel Macron, je veux être bienveillant et imaginer qu'il est capable de le faire. Je n'en suis pas sûr, mais je préfère être gentil et imaginer qu'il puisse le faire. J'attends de lui effectivement qu'il puisse nous donner un cap, une vraie vision, quelque chose qui nous montre que la France tire les leçons de cette épreuve collective que nous avons vécue pour se projeter dans les années qui viennent d'un point de vue écologique, social, économique. Et voilà, donc ce serait effectivement le moment de le faire et ça passe peut-être, c'est urgent. Et ça passe peut-être par ce remaniement dont on verra s'il tombe la semaine prochaine. La fenêtre est étroite. Merci à vous d'avoir accepté le débat. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a intéressé, vous a plu, que j'ai bien joué mon rôle de représentant des idées que vous défendez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos, vous serez informé de la publication de mes prochaines vidéos. Je vous avais dit que j'essayais d'en préparer une sur Twitch, sur Twitchon et sur cette émission qu'on a faite avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai toujours pas trouvé le temps de le faire.
Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire, mais je l'oublie pas. Je sais que vous m'avez posé des questions sur Twitter, je vais y répondre. Juste, il faut que je trouve un moment pour le faire et pour l'instant, j'en ai pas trouvé parce que j'arrête pas de courir partout. Mais je ne doute pas qu'à un moment donné, j'arrêterai de courir partout. J'espère. Voilà, comme toujours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir ce genre de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez des pouces bleus et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, je regarde beaucoup. Ça m'aide à progresser, ça m'aide à savoir s'il y a des choses sur lesquelles je peux améliorer ou pas. Et ça m'est très utile, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!